Booba, pour moi, il a attaqué un système d'influenceurs de télé qui ont arnaqué quand même pas mal de gens. Vu les relations qu'elle a eues, pour elle, l'amour est forcément dans le conflit, dans la jalousie, tu vois, dans les reproches de l'autre. À quel moment tu te dis, ouais, bah on va les confronter tous les deux, donc face à ton agresseur, et qu'en plus de ça, on va t'en mettre plein la tronche. La relation qu'on a eue, peut-être, en temps j'en parle, peut-être que effectivement c'était un peu un secret parce que parfois il faut pas trop parler de sa vie privée. J'ai pas du tout aimé l'expérience les Marseillais contre le reste du monde. En fait, c'est simple, à ce moment-là, t'as juste envie de casser des bouches, tu vois. T'as envie de leur dire, mais genre ferme ta bouche, occupe-toi de tes enfants, occupe-toi de, tu vois. Bonjour, je suis Yanis. Nous voici dans l'appartement Téléstar et bienvenue dans l'émission Clash ou Splash. Alors, je te présente, devant toi, il y a un petit aquarium, comme tu vois, avec des boules dedans. Donc, je vais te poser des questions. Et si jamais tu n'as pas envie de répondre à une question, à une seule question, tu as un seul joker, tu pourras piocher une des boules où il y aura un gage à l'intérieur. Ok, d'accord. Voilà. Après, moi, je suis plutôt honnête, donc normalement, je devrais pas avoir pioché. Exactement. Mais si jamais, voilà, tu sais que tu as un petit joker. Ok. Tu as une relation sérieuse avec Julie Bertin, mais aussi très tumultueuse. Avec le recul, penses-tu que vous étiez fait pour être ensemble ? Quel est ton pire souvenir avec elle ? Non, on n'était pas fait pour être ensemble, c'est clair. Après, tu sais, on était beaucoup plus jeunes aussi, donc et puis Julie, c'est quand même un petit caractère de cochon aussi, tu vois, donc c'était assez rock'n'roll. Et puis un peu comme moi, c'est une séductrice, tu vois, donc effectivement, c'était un peu compliqué, surtout qu'on était à distance. Moi, j'habitais Paris, j'habite toujours Paris, et elle était dans le sud. Il y a quand même un très mauvais souvenir, effectivement. Je crois que c'est la dernière fois il y a des années maintenant. C'est la dernière fois que j'étais allé chez elle dans le sud et que elle m'avait déposé à la gare pour que je rentre chez moi après 2 jours où genre on se parlait quasiment plus, genre j'étais chez elle mais genre il y avait plus de communication et elle me dépose à la gare comme ça, tu sais, sans un mot, comme un vulgaire, tu sais, comme un client quoi. J'avais l'impression d'avoir pris un Uber, tu vois. Et je sors ma valise et elle claque le coffre et qu'elle se barre, genre sans me dire au revoir quoi, tu vois. Et à ce moment je suis waouh, ok, d'accord. Après non, j'ai pas de mauvais souvenirs parce que ça fait partie aussi de notre histoire, mais non, j'ai pas de mauvais souvenirs. Et d'ailleurs, ça arrive qu'on discute de temps en temps, tu vois, et on garde un souvenir amusé, en fait, de notre histoire. Mais c'est du passé. Maintenant, on a grandi tous les deux. Mais même elle a grandi, tu vois. Je le sens dans sa manière de me parler. Bon, on devient vieux en même temps, tu vois. Ça te fait quel âge ? C'est celle-là, la question qui fâche, là. Bah attends, pioche une boule, alors. Non, ça me dérange pas, tu sais, c'est vrai, tu veux me faire des gages, y a pas de galère. J'ai 34 là, bientôt 35. Ok. Putain, ça commence le 17 août. Ça commence à chiffrer un peu là. Mais bon, ça va, je reste encore bien conservé. Tu avais fait une courte apparition dans Les Marseillais vs Le Reste du Monde, qui était l'une des émissions les plus appréciées des téléspectateurs. Ah ouais ? Avais-tu aimé l'expérience ? Était-ce différent d'un tournage comme La Villa ou 10 couples ? J'ai pas du tout aimé l'expérience Les Marseillais contre le reste du monde. C'était en fait tous les persos qu'il y a dans c'est que des fakes. Bah en fait ils te parlent vite fait quand les caméras sont allumées. Une fois que les caméras s'éteignent, ils te calculent plus et tu vois c'est hyper dérangeant en fait comme façon. Même la boîte de prod, je comprenais pas leur façon de faire. Moi on m'avait poussé à aller vers Victoria, tu vois, et j'ai compris que quand je leur ai dit non, que là, au final, je me suis fait sauter. Bon, c'est pas grave en soi. Moi, je comprends aussi qu'il leur faut des histoires d'amour. Mais ouais, ça a l'air d'être un petit peu vicieux. Et puis je t'avoue que, j'aime pas leur comportement à tous. J'ai l'impression qu'effectivement, la plupart sont. En fait, c'est vraiment stupide, tu vois. Ils ont vraiment des manières de faire, de parler, d'agir, qui sont vraiment, qui les mettent pas du tout en valeur. Donc non, c'était pas une très belle expérience. Après, voilà, c'était une expérience comme une autre, mais. Finalement, tu vois, c'est cool parce que je suis resté 3 jours et j'ai pu rentrer et arriver au mariage de mon meilleur ami. Donc finalement, c'est pas mal d'avoir... Tu vois, c'est un mal pour un bien. Parfait. Exactement. Parfait. Tu n'as pas arrêté le mariage de ton meilleur ami. Non, c'est exactement. plus important. Exactement. Tu as été aussi dans une polémique à un moment. On t'avait accusé d'avoir couché avec le producteur des Princes de l'amour. Accusé? Quelle accusation? Pour intégrer le programme. Oui. Qu'as-tu à répondre à cette rumeur? Effectivement, quand j'avais fait Les Princes, et avant de faire Les Princes, j'avais été dans Mission Prince et Princesse, tu sais, le truc il restait une personne à choisir, un garçon et une fille, pour rentrer dans le programme. Et à l'époque, moi, j'y vais vraiment, il m'appelle au dernier moment, j'étais à ma salle de sport, j'ai dit bon, vas-y, j'arrive, j'y suis allé, et ça s'est tellement bien passé qu'effectivement, j'ai été choisi pour intégrer le programme, devant un autre candidat qui pensait faire le programme, tu vois, qui s'appelle Charles.
Tu vois, je crois que c'est ça. Et en plein tournage, un jour, je récupère mon tel et je vois des trucs genre Aquababe, machin, je sais pas quoi TV. Antoine aurait clairement, ce qui était dit, c'est que Antoine aurait été suivi par le producteur pour intégrer le programme des Princes. Je dis what the fuck, genre ça sort d'où ce bordel, tu vois. C'était quoi sa source à Aquababe? Ben moi je pense en fait, alors je sais pas parce que moi je leur ai dit de suite déjà d'une c'est faux et de toute façon même si c'était vrai je fais ce que je veux, tu vois. Et en fait je me suis dit mais tu vois c'est ça le problème avec ce monde de la télé, c'est que les gens sont prêts à inventer n'importe quoi pour te salir. Et en fait je pense, après j'en suis pas sûr, hein, mais je pense que c'est ce mec-là qui avait été mis sur le côté parce qu'évidemment quand t'as un Charles et un Antoine, bah évidemment c'est plus intéressant de prendre un mec comme moi qui est un peu plus cérébré. Et je pense qu'il a pas digéré le truc. Et que derrière, eh ben, il a commencé à lui lancer ses rumeurs, tu vois, ses rumeurs sur moi. Alors que la vérité, c'est qu'avant ce tournage-là, moi, le producteur, je le connaissais même pas, que je l'ai vu genre 2-3 fois, tu vois, et que évidemment que non, il s'est rien passé. Enfin, je veux dire, à un moment, vous croyez vraiment que j'ai besoin de me faire suivre pour réussir, ou en tout cas pour entrer dans un programme? Mais quelle tristesse, tu vois. Donc non, j'ai vu la rumeur et je me suis dit putain, j'en ai marre de ces gens, je te jure. C'est vraiment un truc qui m'a, ça m'a pas blessé parce que je me suis dit c'est juste bête. Mais à ce moment, en fait, le problème, c'est qu'une fois qu'on lance une rumeur comme ça sur toi, tu peux faire ce que tu veux, ça reste. Et ça reste sur Internet et machin, et t'as beau envoyer des messages à tout le monde en leur disant « supprimez ça, sinon je vous attaque, machin ». Bah finalement, t'as toujours une trace. Et finalement, tu vois, le truc, c'est que il y a ce genre de rumeur qui est encore présente sur les réseaux, alors qu'en vrai, c'est totalement infondé. Donc, ouais, non, à ce moment-là, je me suis dit « putain, franchement, c'est vraiment tous des glands, tu vois ». Et ça m'a un peu... en fait, c'est simple, à ce moment-là, t'as juste envie de casser des bouches, tu vois. Envie de leur dire, mais genre, ferme ta bouche, occupe-toi de tes enfants, occupe-toi de... Tu vois. C'est genre, à un moment, tu te dis, mais putain, t'as rien d'autre à foutre de ta life que de lancer des rumeurs comme ça, tu vois. Donc bon, et puis, je me dis, quand même, lancer une rumeur juste pour intégrer un programme, mais heureusement que moi je pense pas comme ça, tu vois. À quel moment tu te dis, enfin je sais pas, peut-être qu'il y en a qui le font, hein, mais moi la devise de coucher pour réussir, non, pas du tout, non. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais c'est vrai que comme il y a eu pas mal aussi d'histoires, de polémiques, surtout des personnalités qui sont parties sur Dubaï, qui ont fait des trucs un peu, voilà, pour l'argent et tout ça. Enfin voilà, c'est peut-être. Bon, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. S'il y a des gens qui veulent faire de l'argent à Dubaï en devenant escorte, machin, franchement, honnêtement, moi je juge pas, tu vois, chacun fait ce qu'il veut et je vais pas mal les considérer parce qu'ils font ça. Mais le problème c'est que t'as l'impression que maintenant c'est une insulte de dire de quelqu'un que c'est une escorte ou de dire de quelqu'un qui fait du OnlyFans. Alors le problème c'est l'hypersexualisation de ces sociétés. Mais je pense que le prisme de ces gens-là qui pensent que ça va te toucher qu'on lance des rumeurs comme ça sur toi, c'est que parce que eux justement seraient touchés par ça. Moi j'ai tellement de recul par rapport à la situation qu'en fait ça me touche pas du tout, tu vois. Mais je trouve que c'est triste effectivement d'en arriver au point de dire que parce que une fille, parce que tu vois par exemple sur la polémique de ces bidadis là, il y a plein de gens qui m'ont envoyé un message, ouais mais en plus genre les meufs elles disent ça et en plus elles font du porno sur OnlyFans. Je leur dis mais quel est le rapport, tu vois? Tu peux être actrice porno, tu peux être prostituée et quand même te faire, et quand même c'est pas normal, tu vois. C'est pas un métier qui fait que c'est normal ou pas, c'est juste que c'est pas normal, peu importe la personne que tu es. Donc et c'est pour ça je trouve qu'en fait toute cette société maintenant réfléchit un peu à l'envers, tu vois, et notamment sur cette polémique, je pense que les gens ont réfléchi à l'envers. Alors qu'en vrai, tu peux juste dire ouais je devais y être mais effectivement j'ai pas été pris, je suis dégoûté, c'est un autre mec qui allait à ma place, machin, et tu vois, et c'est tout, et c'est OK. Genre et un peu d'honneur dans ta vie. Ouais, et toi d'ailleurs, qu'est-ce que tu penses de tous ces influenceurs? Enfin, il y en a pas mal, on va dire, de personnes qui gagnent moins d'argent en tout cas avec l'influence et du coup qui vont tous basculer vers tout ce qui est mime en OnlyFans. Bah moi ça me choque pas. Enfin honnêtement il y a pas de. Après c'est pareil, ça dépend ce que tu en fais, ça dépend ce que tu essayes de promouvoir sur ces réseaux-là. En soi on sait que ça reste quand même un peu plus sexuel. Bien sûr, mais je peux pas juger une personne qui fait ça parce que je trouve que c'est un métier comme un autre. Alors je dis pas que c'est un métier qui est traditionnel, mais si à un moment t'as envie de coucher avec quelqu'un sur OnlyFans pour faire de l'argent, bah libre à toi, tu vois. C'est pas mon problème. Et on me dit, et tu vois, il y a même des gens qui me disent ouais, mais si jamais c'est une de tes cousines qui le fait, bah c'est OK. Genre chacun fait ce qu'il veut. Moi je suis personne pour dire à quelqu'un fais pas ci ou fais pas ça, tu vois. Du moment que la personne est à l'aise avec ça. Après il y a des gens qui le regrettent, tu vois. Ouais. Parce que effectivement peut-être ils sont allés trop loin dans le truc.
Moi, bon là, et toi, est-ce que t'en as moi, j'en ai un. Effectivement, maintenant, il est plus très actif, mais à l'époque, je publiais des photos, tu vois, mais on n'a jamais, moi, je me suis toujours dit la limite que je me pose, c'est que si ma mère, elle regarde les photos, bah, en tout cas, elle a pas honte de moi, tu vois. Et c'est pour ça que je faisais des photos, surtout avec des photographes, en nu artistique, mais on voyait pas mon petit oiseau, tu vois. Genre, hors de question. Parce que j'ai pas envie que mon se retrouve sur internet, tu vois. Donc et moi je trouve que les photos elles sont belles en plus, tu vois. C'est au-delà de non mais au-delà du fait que c'est du nu artistique, je les trouve hyper belles et je pourrais pas les poster sur Instagram. Et si en plus je gagne de l'oseille avec ça, bah vas-y, banco, tu vois. Qu'est-ce que je m'en branle. Oui, donc, mais je veux dire là ça reste soft parce bah oui, moi c'est totalement soft. Tu fais pas du ah bah pas du tout, non. Donc c'est pour ça je dis par rapport aux autres qui font vraiment du qui vont se mettre en scène avec des partenaires ou avec des objets sexuels, etc. Est-ce que d'ailleurs ça, c'est même, on va dire, imaginons, toi, dans ton agence, tu ne travailles pas avec des anciens influenceurs de télé-réalité. Non, pas avec des gens. Mais est-ce que tu travailles avec des influenceurs qui font du porno sur OnlyFans? Bon, le truc, c'est que la question, elle s'est jamais posée, tu vois, parce que je pense que de moi-même, déjà, je connais énormément d'influenceurs, de créateurs de contenu hors télé. Donc, pour moi, je les privilégie eux, évidemment, quand quand j'organise des événements et tout ça. Et en soi, ce serait pas un problème pour moi, ce serait peut-être plus un problème pour une marque, tu vois, si à un moment ça pose une question. Mais en soi, moi, de base, j'ai pas de problème avec ça. Mais la question s'est jamais posée. Donc comme tu le sais, en fait, j'ai également interviewé Natania avant, qui nous a parlé un peu de son passé, de son histoire, qu'elle a été justement élevée en famille, dans un foyer, pardon, pas en famille. Toi, je sais que tu as été son ange gardien, que tu l'as justement porté, aidé sur différents sujets, dont justement les différents scandales qu'il y a eu avec Ilan et entre autres, par exemple. Est-ce que tu pourrais peut-être parler de ça, justement, toi qui veux adopter, etc. Enfin, tu as un côté très humaniste derrière. Alors, pour l'instant, je veux pas adopter, hein. Juste, si ça arrive, je préférerais adopter. Mais non, en fait, Natania, nous, on a eu une histoire d'amour, tu vois. On a été très proches. Et c'est vrai que elle a un parcours qui est très difficile. Le fait de pas avoir connu sa maman, le fait de pas connaître son père, de pas savoir même s'il est vivant, tu vois. Et d'avoir grandi en foyer dans un monde qui est quand même hyper dur, tu vois. Tu pars pas avec les meilleures cartes en main, si tu veux, dans la vie. Je sais pas si j'ai été son ange gardien, j'aurais pas la prétention de dire ça, mais en tout cas, j'ai toujours essayé, tu vois, de garder un œil bienveillant sur elle parce que j'ai l'impression que trop de gens essayent de l'utiliser pour diverses raisons, tu vois. Et que le problème, c'est que quand t'as grandi dans un milieu en manque d'amour, tu sais pas ce qu'est le réel amour, tu vois. Et d'ailleurs, entre nous, c'est ça aussi qui a fait que à la fin, ça fonctionnait plus. C'est parce que je pense qu'elle a jamais connu un amour pas sincère, mais un amour, enfin pas toxique, tu vois. En fait, pour elle, vu les relations qu'elle a eues, pour elle, l'amour est forcément dans le conflit, dans la jalousie, dans les reproches de l'autre. Alors je dis pas qu'elle est comme ça, mais à partir du moment où ça devient quelque chose de trop sain, et ben ça lui fait peur. Et je pense qu'elle a encore énormément de travail à faire là-dessus, tu vois, pour pouvoir se soigner. Je pense que c'est un travail d'une vie. Mais c'est une femme forte, c'est une femme qui a beaucoup de, tu vois, qui a quand même la tête sur les épaules, mine de rien, du haut de ses 24 ou 25 ans. Je veux dire, vu son passif, il y en a beaucoup qui se seraient écroulés, tu vois. Et pourtant, elle continue. Elle avance et elle avance dans sa vie professionnelle, personnelle. Et donc maintenant, même si on n'est plus ensemble, évidemment que je garde un œil sur elle parce que c'est important. Et tu vois, ça témoigne bien d'une chose, c'est qu'elle a grandi en foyer. Ça veut dire qu'il y a un problème aussi dans les foyers en France, tu vois. C'est que, je veux dire, il n'y a pas assez de personnel pour s'occuper pour encadrer ces jeunes-là. Qu'il y a peut-être aussi un manque d'empathie vis-à-vis de ces gens-là et que derrière, c'est compliqué de se construire en tant que personne, tu vois, quand t'as vécu tous les traumatismes qu'elle a vécu. Moi, j'ai de la chance, j'ai grandi dans une famille incroyable, tu vois. Oui, d'ailleurs, on peut même voir le t-shirt ici. Tu mets toute la famille, la familia. Ouais, c'est juste ma mère et moi et nos chats, mais ouais, tu vois, moi, j'ai grandi. Ah oui, c'est toi, la bébé. Bébé, encore aussi, c'est toi. Ah oui, ouais. ok. C'est que ma mère. Bon, après, j'ai grandi qu'avec ma mère, tu vois. Ouais. Mais j'ai une grande famille avec plein de tantes, de cousines, d'oncles et compagnie. Et j'ai grandi dans une famille pleine d'amour, tu vois, pleine de bienveillance, et quand tu connais ça, t'as l'impression que quand tu vois des choses comme pour Natania, t'as l'impression que ça n'existe pas. Et en fait, ça existe plus qu'on ne le croit, tu vois, des pères démissionnaires, il y en a tellement. Généralement, c'est moins les mamans, parce que les mamans, elles t'ont porté, donc généralement, tu sais, il y a un lien charnel, limite, qui s'est fait avec son enfant. Mais ouais, c'est vrai que quand moi j'ai vécu ça, je me dis, j'ai envie aussi de montrer à des personnes comme Natania, justement, que ça existe, que des milieux pleins d'amour, ça existe, et qu'il faut juste pas baisser les bras et que ça arrivera quand ça arrivera, mais qu'il faut faire en sorte aussi
d'ouvrir les yeux au moment où ça arrive, tu vois. Donc oui, j'essaye de garder un œil sur elle. Après, voilà, je veux pas non plus régenter sa vie, tu vois. C'est sa vie à elle. Il faut qu'elle fasse ses erreurs, il faut qu'elle fasse ses succès. Mais si elle a besoin de moi, je suis toujours là. Ouais. Et puis surtout, dans les moments durs, comme il y avait eu aussi l'histoire avec Ilan, où tu l'avais défendu justement de cette agression et que Ilan du coup n'avait jamais assumé d'ailleurs cette agression. Bah tu vois, c'est pareil, ce mec-là, moi il y a des trucs que j'ai du mal à comprendre, c'est que bon, en France, 98% des plaintes pour elle sont classées sans suite. Est-ce que ça veut dire qu'il y avait 98% d'innocents? Moi je suis pas sûr. Honnêtement, même pas sûr du tout. Et je me souviens l'avoir accompagné justement Natania au moment de son dépôt de plainte pour agression sexuelle face à ce gars. Je l'avais attendu pendant 4 heures dans le poste de police pendant qu'elle était en confrontation justement avec Ilan. Elle est ressortie en livide, blanche, en pleurs, à vomir tellement qu'elle était attaquée par ce qui s'était passé. Elle était face à 2 policières en confrontation donc avec ce gars-là. Et en fait, quand elle est sortie et qu'elle m'a raconté, mais tu te rends pas compte, elles étaient agressives avec moi et elles rigolaient avec lui. Et je me suis dit, attends 2 secondes, pardon. Donc on était sortis pour prendre l'air et là tu pètes un plomb. Donc tu rentres dans le poste de police pour leur dire, vous êtes sérieux ou quoi? C'est quoi votre... Donc ça, c'est 2 femmes qui se liguent contre une autre femme. Alors je sais pas si elles se sont liguées parce que moi après elles m'ont expliqué mais c'est la procédure, on est obligé d'essayer de démêler le vrai du faux des 2 personnes et apparemment c'est une procédure mais je veux dire mais dans quel monde tu vis pour dire une fille qui prend déjà son courage à 2 mains pour porter plainte, pour venir plusieurs fois au poste, pour réunir des informations, pour te montrer que machin. À quel moment tu te dis ouais bah on va les confronter tous les 2 donc face à ton agresseur et qu'en plus de ça on va t'en mettre plein la tronche pour que en fait voir si c'est vrai ou pas. Part du principe que c'est vrai et après de toute façon c'est tellement difficile à prouver une agression maintenant si t'as pas des vidéos quoi. Je veux dire à un moment si tu dénonces même une semaine après bah t'as plus de preuves que ce soit physique ou enfin peu importe et donc ouais ça m'avait un petit peu Enfin, je savais que la police fonctionnait mal dans ce pays, mais j'étais quand même hyper étonné de voir que même des femmes policières n'avaient pas d'empathie, en fait, tu vois. Et je me suis dit, mais ok, alors comment tu veux que toutes les nanas qui se font harceler, agresser par leur conjoint aient le courage d'aller dénoncer? Quand tu vois que même il y a des leaks qui sortent de conversations téléphoniques de policiers qui disent si vous parlez comme ça, c'est normal qu'ils vous aient à une nana qui vient appeler pour dénoncer, tu dis à un moment mais dans quel monde vous vivez, tu vois? Donc non, c'était assez étonnant, mais au moins ça t'ouvre les yeux sur la réalité du terrain. Et la réalité du terrain, c'est que les flics n'en ont rien à foutre, tu vois, de protéger, de servir. Ils sont juste là pour faire leurs heures et ouais, c'est vrai qu'on dit toujours présomption d'innocence, on dit pas présumé coupable. Et d'un côté et c'est vrai que enfin je sais pas, est-ce qu'il peut y avoir une hypothèse quand même qu'il y ait une part de personnes qui vont mentir juste pour avoir la notoriété ou qui vont mentir pour s'attirer un peu les faveurs de l'autre personne, c'est ça aussi la vraie question. Pour moi, c'est un faux sujet. Okay. Pour moi, c'est totalement un faux sujet parce qu'on peut pas se cacher derrière. Oui, il y a des gens, des filles qui font ça pour avoir de la notoriété. Déjà d'une, il y a aucune, il y a aucun côté positif à attaquer quelqu'un pour obtenir de la notoriété sur une agression ou sur un. Il y a aucun côté positif. Il y a aucun côté positif non plus à se dire, je vais m'exposer, tu vois, médiatiquement, quitte à m'en prendre plein la tronche, parce que généralement quand tu le fais, évidemment, si tu le fais et s'il y a des filles qui le font, elles le font face à des gens qui sont connus. Donc tu te heurtes déjà aussi à une communauté derrière. Et en fait, je trouve qu'il y a beaucoup de gens, et notamment dans les commentaires, sur les réseaux, ou même de gens qui sont accusés ou des plaintes sont déposées contre eux pour des faits pareils, qui se cachent derrière beaucoup se cachent derrière soit la présomption d'innocence, soit effectivement c'est pour du buzz. Mais à un moment, viens, on redescend les pieds sur terre. T'as vécu le traumatisme ou de l'agression. Tu vis le traumatisme d'aller porter plainte, et donc de te confronter à ces policiers et ces policières qui ne te croient pas. Tu vas vivre en plus le traumatisme médiatique qui fait qu'on va obligatoirement te traiter de pour te demander comment tu vas être habillé, comment machin, et si tu cherches pas du buzz. T'as que des traumatismes qui s'enchaînent. Donc pour moi, dire oui, il y a des filles comme ça, oui, il y en a certainement, mais c'est une goutte d'eau dans l'océan, tu vois, et on peut pas se cacher derrière ça. Ce serait bien déjà de croire la plupart des femmes qui dénoncent, et après on verra pour celles qui potentiellement mentent. Mais celles qui potentiellement mentent, faut pas déconner, tu vois. Je veux dire, c'est vraiment une poussière dans le Sahara, c'est rien. Et donc moi ça me débecte quand je vois des commentaires qui disent ce genre de trucs sous des vidéos de gens accusés. Je me dis mais vous êtes cons ou quoi, tu vois. D'ailleurs, on va revenir dessus.
Il y a eu une polémique récente, justement, avec Adèle Laurent qui a été accusée d'agression, justement. Et on voit également une autre vidéo où Sebidadi, Sébastien, va défendre son pote, Adèle Laurent, et justement va faire une scène avec également 2 autres femmes qui vont justement dire ah oui j'aurais bien voulu qu'Adèle Laurent me fasse ça, etc. Et toi, disons les mots, elles disent on aurait bien voulu se faire voilà c'est ça. Et toi du coup tu as pris la parole sur ça, sur ce sujet-là, tu as fait une vidéo justement où tu as clairement dit les choses, tu as clairement dit que c'était des crétins en soi. Bah oui, ce sont des crétins. Faut pas être sorti de Saint-Cyr pour ça, pour se rendre compte que ce sont des crétins. Ça, je doutais pas qu'ils étaient stupides, mais à ce point-là, je me suis dit quand même, il y a quand même un monde entre être bête et être vraiment con comme ses pieds. Enfin, je veux dire, parce que là, en fait, ce qui m'a dérangé dans cette vidéo, encore une fois, moi, je ne sais pas ce qui s'est passé, je connais pas j'étais pas là, j'ai pas vécu l'agression, si agression il y a, mais je pars du principe que je crois à la personne qui dénonce. Et je pars du principe, en fait, que, donc voilà, je crois cette personne, parce que je me dis, elle a aucun intérêt, déjà, à porter plainte. Après, c'est une plainte contre X, donc il était même pas visé directement. Je crois que son nom a été mis dedans. Mais bon, ça, passons le côté. Le côté Adèle Laurent, voilà. passons. C'était pas le sujet de ma vidéo. Moi, le sujet de ma vidéo, c'était de dire, il y a encore des influenceurs, on peut appeler ça des influenceurs, qui se trouvent normal de dire que la culture du viol, c'est ok. Tu vois, en fait, l'apologie de la culture du viol me dérange. Et je trouve qu'il y en a beaucoup dans cette société, et notamment quand t'as 4 millions d'abonnés. Bon, après, je sais pas combien d'acheter, mais quand t'as 4 millions d'abonnés et que tu fais une vidéo comme ça, que tu l'enregistres, et que tu te dis ouais je vais la publier et que tu te dis pas qu'il y a un problème en fait dans l'équation quand tu postes ça, oui ça me dérange. Et tu vois que le pire c'est que quand tu entends les deux loustiques là au tout départ dire ah moi je le connais, il aurait jamais fait ça, ou ah il a pas besoin de ça. Comment ça il a pas besoin de ça? Je veux dire il y a plein de gens, c'est pas un besoin, c'est la négation de l'autre, c'est la possession de l'autre. Et il y a des acteurs des animateurs genre PPDA, Morandini, il y a énormément de gens, tu vois, qui n'ont pas besoin. Mais c'est parce que c'est pas un besoin, c'est que c'est une emprise et c'est des gens qui ont une toxicité en eux qui fait que ils succombent en fait à leur pulsion. Et quand tu vois ces deux jeunes femmes dire à nous ça nous aurait pas dérangé qu'on nous, mais est-ce que vous avez déjà vécu, moi je l'ai pas vécu mais j'imagine le traumatisme d'un. Je veux dire, à quel moment tu dis c'est normal? T'imagines la gamine qui se fait et qui voit cette vidéo et qui se dit ah bah peut-être que c'est normal en fait que je me sois laissé faire et tout ça. Et tu vois les défenses permanentes de ce genre de personnes qui disent oui mais ouais moi j'ai une mère, j'ai des valeurs et des principes et des machins. Emilou aussi il avait une mère, tu vois. Ça, enfin je les compare pas, mais je veux dire tout le monde a une mère. De base. Donc c'est pas une justification pour moi. Et en fait, je trouve que sur les réseaux, maintenant, on laisse trop la parole à des gens qui font l'apologie de trucs horribles. Donc là, clairement, l'apologie du viol. Et pour moi, justement, tu vois, tu me parlais de potentiellement s'engager en politique. Pour moi, un vrai sujet, et pour justement que ces gens-là ferment un peu leur boca, parce qu'à un moment, ce serait important, ce serait peut-être d'inscrire dans une loi que, au-delà des répercussions financières que tu peux avoir, ou même qu'Instagram se bouge le cul aussi, tu vois, pareil, c'est pareil. Ou même TikTok, parce que TikTok, c'est même délire. Mais qu'on dise, à partir du moment où tu fais l'apologie d'un crime, ton compte, il saute. Et basta. Tu vois. Et comme ça, je pense qu'il y en a plein qui se permettraient pas de parler, tu vois. Ouais, parce qu'en soi, là, on peut supposer que Sébastien, c'était pour faire du buzz et c'est vraiment aucun autre but, aucun autre intérêt que ça, ou est-ce que c'est vraiment pour défendre Adèle Laurent? Enfin voilà, est-ce que c'était voilà. Moi je pense que c'est pour faire du buzz, mais bon, en tout cas, il y a eu plusieurs comptes qui ont été sautés parce qu'il y a des influenceurs qui ont fait on va dire des malfaçons. Il y a eu il y a eu Jazz, il y a eu Là, tu parlais, ils ont sauté parce qu'ils ont arnaqué. Ouais, voilà, ils ont arnaqué. Bon, est-ce que ça va être mis en place justement si on parle justement de crime comme tu dis, est-ce que ça saute pas déjà? Est-ce que ça peut sauter déjà? Moi, à l'heure actuelle? Je t'avoue que j'y crois pas trop. En fait, tu sais, tu te rends compte que la justice française ne réagit que quand il y a des enjeux financiers. C'est-à-dire que un mec qui va violer une femme qui va être condamné, là, l'État ne va pas gagner d'argent dessus. C'est pour ça qu'ils agissent pas. Tandis qu'un mec qui va vendre un peu de shit en bas de sa cité ou qui va commencer à dealer de la
Lui, il va prendre parce que l'État n'a pas perd de l'argent dessus, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours deux poids deux mesures. Alors j'espère qu'à un moment les gens et les autorités compétentes vont se réveiller. J'y crois pas des masses, je t'avoue, mais je trouve que effectivement il y a un vrai sujet là de société de fond qui te fait dire que à un moment, oui, ok, c'est bien de gérer, tu vois, par exemple, la loi influence pour contrôler les publications des influenceurs et de contrôler l'argent qu'ils font et les pratiques douteuses. Moi, je trouve ça bien, tu vois. Moi, ça me pose pas de problème. Et je trouve ça même intelligent, tu vois, d'aller là-dedans. Mais à chaque fois, on s'occupe toujours de problèmes business. Faut s'occuper aussi de problèmes de société. C'est-à-dire que combien de nanas se font harceler, reçoivent des dick pics sur les réseaux, combien de nanas se prennent des commentaires de vieux porcs qui ont 60 balais, qui vont envoyer des trucs du genre « Ah, t'es bien mignonne, machin ». Je veux dire, à un moment, c'est pareil, c'est ces gens-là qui font contrôler aussi. Et c'est ça qui me dérange, c'est ce deux poids, deux mesures, tu vois. Donc j'espère que ça va changer. J'y crois pas trop, mais c'est aussi avec des prises de parole comme ça, tu vois, qu'on fait évoluer peut-être les mentalités. Et d'ailleurs, on va parler également d'un autre sujet. Toi-même, tu portes des crop tops, tu as porté justement... Ah bah voilà, bah parfait. Et du coup, c'est dommage, voilà. Ouais, là j'avais pas envie de froid. Ouais, tu portes des crop tops. D'un côté, tu vas recevoir des messages où les gens vont penser que tu es homosexuel ou alors peut-être des messages homophobes aussi. Et d'un autre côté, est-ce que il va y avoir peut-être toi de l'autre côté des mecs qui vont t'envoyer aussi ce genre de messages et dick pics ou des choses comme ça aussi? Ça m'arrive qu'il y ait des mecs qui commentent des trucs que je mets de manière un petit peu déplacée. Moi je relève pas, après peut-être que parce que je suis un garçon, j'en ai certainement moins. Il y a effectivement plein de gens qui pensent m'insulter, d'être homo, tout ce que tu veux. Moi, je m'en fous, ça me touche pas. Mais ça témoigne encore bien de la société dans laquelle on est. C'est-à-dire que maintenant, un vêtement définit ta sexualité. Moi, j'ai pas à me justifier de ma sexualité. Je sais ce qu'est ma sexualité, tu vois. Et pour moi, disons les mots, je suis hétéro. Mais porter des crop tops, pour moi, c'est aussi, je dis pas que j'en porte tous les jours, mais c'est aussi parfois un signe de montrer aux gens que déjà on fait ce qu'on veut et que quand tu reçois des commentaires homophobes ou des mecs, ouais, il a vrillé, machin, il est passé de l'autre bord, je me dis, mais quelle tristesse de s'intéresser à la vie sexuelle des gens quand elle te concerne pas directement. Et en plus de ça, je me dis, moi, je pense aussi au gamin qui est peut-être au collège, au lycée et qui est gay et qui a du mal à le dire, à s'assumer totalement parce que justement, la société est trop dure avec les gens qui sont différents. Tu vois, enfin, quand je dis différent, pas pour moi, hein, mais je veux dire qu'ils sont différents de la norme dans la société. Et je me dis, s'il y a un gamin qui peut voir que moi ça me touche pas et qui peut se dire ok, je vais peut-être moi aussi maintenant m'assumer 100%, assumer 100% qui je suis. Et moi ça me va, tu vois. C'est plus dans ce sens-là. C'est plus un combat parce que moi je pense que encore une fois cette société elle est trop clivante, si tu veux. Et j'ai l'impression surtout que quand tu vois les gens sur les réseaux, ceux que t'entends le plus, c'est vraiment ceux qui ont de la merde à raconter, tu vois. Et ça me dérange. Donc je le fais moi aussi dans un souci d'engagement, tu vois. Et parce que de toute façon, je trouve ça beau, tu vois. Et donc c'est un peu le sujet de moi, mes réseaux en ce moment, tu vois, que ce soit sur la cause LGBTQIA+, le féminisme, sur la souffrance animale aussi, tu vois. Je trouve que tous ces sujets sont liés et tous ces sujets mériteraient qu'on les creuse un petit peu. Mais et justement, toi, est-ce que tu as un exemple de personnes, parce que tu as défendu Nathania justement pour la cause justement sur le harcèlement, etc. Est-ce que là tu défends une cause qui est justement la cause LGBT, mais est-ce que du coup tu as un exemple à nous donner peut-être d'une personne qui s'est fait maltraiter ou qui a eu ou qui a reçu des propos, etc. Enfin voilà. Après moi tu défends cette cause-là quoi. Non mais après moi je sais que j'ai des gens qui m'envoient des messages qui effectivement parfois c'est des messages très durs sur ce qu'ils vivent, tu vois, dans leur cadre personnel et tout ça. Des gens qui ont du mal aussi à l'avouer à leurs parents, tu vois. Et moi je me dis c'est triste de pas pouvoir avouer à ses parents que t'aimes les garçons ou que t'aimes les filles en ayant peur de leur réaction. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que peut-être le cadre familial dans lequel t'as grandi est pas sain. J'ai pas un exemple concret à te donner d'une personne en particulier. Et de toute façon, si j'en avais un, je donnerais pas de nom. Mais oui, il y a des gens qui m'envoient des messages et aussi des femmes qui m'envoient des messages sur les agressions qu'elles ont subies et qu'elles osent pas dénoncer non plus, tu vois. Parce que, c'est un problème actuel. C'est qu'avant, effectivement, tu sais, je crois que c'est Fabrice Eboué qui disait avant, tu sais, le con, tu le voyais au bistrot du coin. Et t'en avais un. Maintenant, avec les réseaux, ils se sont tous réunis et ils pensent tous que, justement, leurs idées sont les bonnes idées. Mais non. La vérité, c'est que chacun est libre d'être comme il est et je pense que tu peux être qui tu veux dans le respect de l'autre, tu vois.
moi, j'ai aucun problème à avoir, enfin, aucun problème, de toute façon, ça me touche pas. Mais que 2 mecs se galochent à côté de moi, ça me pose aucun souci, c'est leur vie, tu vois. Et s'ils sont heureux comme ça, ils sont heureux comme ça. Comme si c'était un mec et une nana qui s'embrassent à côté de moi, ça me dérange pas, c'est leur vie, tu vois. Donc, et je comprends pas que ça dérange les gens, tu vois. C'est un truc qui, moi, me dépasse. Ouais, et pourtant, enfin, je sais pas, ta famille, etc., tu es italien, du coup, hein, et du coup, peut-être dans la famille italienne, ils sont peut-être pourtant plus rudes sur ce sujet-là, non? Bah, alors déjà, je suis une famille italienne, mais c'est une famille qui est très féminine. Donc, ma mère, c'est 4 sœurs, elles ont eu quasiment que des filles. On n'est pas beaucoup de garçons, si tu veux. Et on est une famille très ouverte d'esprit. Alors, attends, ça n'empêche que parfois, on a des idées cons, hein, ça peut arriver, tu sais, mais on avance aussi là-dessus. Et en fait, en se parlant, tu vois, il y a plein de dîners de famille où on parle de sujets où on n'est pas d'accord, tu vois. Mais c'est sain, c'est une vraie discussion, tu vois, où on se juge pas et on écoute les arguments des autres. Mais non, c'est pas toujours simple. Mais moi, dans ma famille, effectivement, même s'il y a des restes peut-être du machisme italien d'il y a quelques années, nous, on est très ouverts. Et dans ma famille, j'ai deux cousines qui sont lesbiennes. Donc, tu vois, c'est pas un sujet chez nous. Et qui viennent avec leurs copines ou leurs femmes et tu vois, on se pose jamais même la question de est-ce que c'est normal ou pas. Oui, c'est normal. Je veux dire, tu vois, c'est comme ça. Elles aiment, si elles aiment une personne, c'est pas même s'il est la personne est du même sexe, bah c'est ok, on s'en fout, c'est pas notre vie à nous. Est-ce que tu as une copine en ce moment? Non, j'ai pas de copine en ce moment, non. Okay. Après, il y a une fille que j'apprenais à découvrir il y a pas longtemps, mais finalement. C'était trop compliqué, tu vois, trop conflictuel et j'ai pas envie de ça en ce moment. Je t'avoue qu'en ce moment, je suis bien seul, sur mes projets, avec ton chat. Ouais, avec mon chat. Enfin, c'est pas mon chat, c'est du chat que je garde, mais tu vois, je préfère la présence de ce chat, de ma petite Rosie là en ce moment que de frais. Enfin, après, je suis pas fermé à l'idée de rencontrer quelqu'un, évidemment. Mais pour l'instant, il y a personne qui me fait vibrer, tu vois. Et j'ai envie de vibrer dans ma vie. J'ai pas envie d'une petite relation comme ça. Avant, pareil, je pouvais être dans la consommation, c'est-à-dire que je pouvais aller en boîte de nuit, rentrer avec une fille, tu vois. Ça me posait pas de problème, mais ça me posera toujours pas de problème si ça m'arrive. Ouais. Mais maintenant, je veux autre chose, je veux un truc deep. Parce que d'ailleurs, je crois que t'en avais parlé, que t'avais eu 400 aventures déjà. Avec... Ouais. Non, mais après, c'est pareil, c'est un sujet et un non-sujet. J'ai connu beaucoup de femmes dans ma vie. Certains vont dire, oh, regarde, il est féministe, mais pourtant, il a couché avec je ne sais pas combien de femmes et tout ça. Mais pour moi, c'est pas un sujet. Tu peux coucher avec beaucoup de femmes et pour autant être respectueux, tu vois. Et donc oui, j'ai eu pas mal de relations, mais ça, c'était dans une autre vie. Maintenant, je me suis vachement calmé. Et d'ailleurs, j'ai ouï dire que tu avais une relation un peu particulière avec on va dire, une célébrité. Est-ce que tu peux nous en parler? En plus, c'est marrant, je l'avais dit chez Darko, mais dans un bain glacé, genre, ouais. Je me souviens, non mais, c'était sorti tout seul, je me suis dit, mais Antoine, genre, ferme ta bouche. Ouais, non, mais il y a quelques années, il y a 2 ans et demi, 3 ans. Bref, c'était au moment de la coupe de l'Euro. En 2020, ouais, moi, je supportais, évidemment, la France et l'Italie. Et un soir de victoire de l'Italie où j'avais dit, s'ils gagnent pas, je sors pas. Le truc, c'est qu'ils ont gagné. Je suis sorti et je suis allé sur une péniche à Paris qui s'appelle Mantra à l'époque, qui doit être fermée maintenant. Et effectivement, j'ai rencontré une jeune femme qui joue dans une série qui s'appelle Élite. Donc, avec qui on a sympathisé, on a passé toute la soirée, on s'est revus quelques jours plus tard. Où effectivement on a eu notre petite histoire, mais ouais, allez, crache-nous le nom là. Bah de toute façon c'est pas un secret, de toute façon les gens l'ont dit que c'est Esther Exposito. Après elle m'a jamais rappelé, donc peut-être que ça a pas dû la marquer autant que moi ça m'a marqué, tu vois, c'est des merdes. Mais merde. Non, mais c'était tu sais moi je vais même te dire un truc, je la connaissais même pas. Genre quand on m'a dit tu sais qui c'est, je dis non. Mais effectivement elle était jolie donc elle m'a intéressé. Mais après, quand on me l'a dit, je fais ok, mais tu vois, what next? Genre, je m'en fous. Mais c'est vrai que c'est une histoire un peu. Je sais pas si c'est hyper bien. En tout cas, on a la relation qu'on a eue. Peut-être en même temps j'en parle, peut-être que effectivement c'était un peu un secret parce que parfois il faut pas trop parler de sa vie privée. Mais c'est arrivé, j'en ai parlé, voilà. Mais pour moi c'est un non-sujet, genre. Ouais, c'est une anecdote. C'est une anecdote, voilà. Ouais. On va dire que c'est un palmarès intéressant, voilà. J'irai pas jusqu'à palmarès, mais je peux être aussi un palmarès pour certains, certaines. Non, attends. Mais c'est vrai que non, c'est marrant parce que quand j'en parlais surtout à mes copains, tu vois, ils me disaient mais genre tu mens. Bah non, genre, pourquoi je mentirais là-dessus? Ouais. Je sortirais ça d'où en plus, tu vois. Donc non, mais voilà, c'était un moment un peu sympa. Mais au-delà de ça, genre on a passé un très bon moment. Je veux dire, c'est une fille qui est hyper cool, tu vois. Genre qui est un peu
voilà, c'est une Espagnole, donc elle est hyper souriante, elle est hyper solaire, tu vois. Non, elle est top. Parce que tu sais parler espagnol. Pas du tout. Mais tu sais, je parle anglais, donc déjà ça va. Et puis de toute façon, généralement dans une soirée, tu fais quelques signes, tu bois un petit drink et puis c'est parti. Hein, tu te fais comprendre quand t'aimes bien quelqu'un. Et je pense que l'attirance, elle était mutuelle, tu vois. Donc voilà, c'est arrivé comme ça aurait pu ne jamais arriver d'ailleurs. Hein, tu vois, genre je pense que ce soir-là, les planètes se sont alignées pour moi et pour elle aussi d'ailleurs. Mais non, mais tu vois, c'est arrivé, c'était cool et puis voilà. Mais Maintenant, je suis sûr que... En plus, je suis sûr que si demain je lui réécrivais, mais jamais elle me calculerait. Ouais. C'est comme ça. On aurait pu être en couple, vivre une histoire d'amour et tout, voyager aux quatre coins du monde. Et pourtant, je suis bloqué là avec un chat, putain. J'imagine le bordel. Non, c'était cool. Non, mais en tout cas, c'est une belle histoire quand même. Ouais, c'était sympa. Non, elle est très sympa. Est-ce que tu peux déjà, tu nous as dit que tu avais créé ton agence d'influence. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Bah, c'est très simple. J'ai travaillé dans la pub pendant 8 ans. Moi, j'ai été en agence de pub pendant 8 ans. Et suite à mes sorties télé, justement, où j'ai commencé à avoir un peu de gens qui me suivaient sur les réseaux, j'ai essayé d'avoir une stratégie qui était d'avoir de l'influence un petit peu cohérente par rapport à ce que je suis et à ce que je voulais faire. Donc, et je me retrouvais pas forcément dans les agences de télé, notamment les agences très connues là, parce que c'est pas du tout ma manière de fonctionner. Donc, j'ai créé mon agence avec un ami et on travaille surtout avec des marques étrangères qui veulent s'implanter en France. On fait pas mal d'événements aussi, notamment pour des gros groupes de télé. On fait des événements aussi pour des marques de lunettes, des marques de cosmétiques. C'est quoi le nom de l'agence? Edith. Edith. Ouais. Et mais tu étais toi avant en agence, tu étais justement en exclusivité en agence. D'ailleurs, je crois chez Bonjour Magenti ou des trucs comme ça. Ouais. Comment ça s'est passé justement là-bas? J'ai été en exclusivité. En fait, j'ai jamais été en exclusivité chez personne. J'ai toujours tout géré moi-même parce que faut pas déconner, tu vois, gérer quelques mails dans une journée, c'est pas non plus une licence. Ouais, exactement. Et l'année dernière, effectivement, j'ai été contacté par Bonjour pour pouvoir pour signer chez eux en tant que talent. Le truc, je pense qu'il y a une différence, ça s'est pas mal passé, mais c'est pas non plus super bien passé. Je trouve que j'ai pas fait assez de collab. En tout cas, j'ai fait le travail pour moi, de mon côté, le travail nécessaire pour que justement on puisse rien me reprocher. Quand j'ai signé, j'étais à 240 000 abonnés. Je suis sorti, j'avais 285. Ça veut dire que je pense avoir fait le travail. Et j'ai respecté aussi ma ligne édito. Donc ça a toujours été un travail de longue haleine. Et j'ai trouvé qu'effectivement, en termes de collaboration, ça s'est pas concrétisé comme je le voulais. Donc j'ai décidé d'un commun accord avec eux de rompre. Mettre fin. Ouais, c'est important. Parce qu'en fait, je pense que quand t'es parisien, et moi, vu les sphères dans lesquelles je traîne dans l'influence parisienne, la vraie influence parisienne, une agence du Sud, elle a peut-être pas la réalité de ce qui se passe vraiment à Paris et de tous les événements, de toutes les marques, de la manière dont ça fonctionne. Et donc finalement, on s'y retrouvait pas tous les deux. Donc on s'est séparés bons amis d'un commun accord et c'est très bien comme ça. Ok, parce qu'en fait, toi, ta rémunération, justement, quand tu étais dans cette agence-là, c'était plutôt autour de quoi? Une fourchette de prix par mois, peut-être? Bah c'est simple, je vais te dire un truc sur mes réseaux perso. Hein. Ouais. En 11 mois, j'ai eu de leur côté, grâce à eux, 2 collabs. 2 collabs et ça se compte. Et encore, c'est des collabs où j'ai accepté, tu vois. En 11 mois, 2 collabs? Ouais. De leur part, moi après, j'avais des collabs en 30 qui venaient de mes réseaux. Mais c'est à peu près des collabs de combien Bah là, clairement, ils m'ont rapporté 1 200 €. Ouais, donc. Tu vois. Après, tu vois, j'ai fait des grosses collabs aussi pour Patron, par exemple, la Tequila, où c'était des collabs à hauteur de 5 000 €. Et ça, c'est toi de ton côté. Mais effectivement, comme j'étais en exclusivité chez eux, obligatoirement, ils prenaient leur commission dessus. C'est ça. Donc finalement, j'ai plus perdu d'argent que gagné d'argent. Et mais après, tu vois, depuis que je suis parti, je me sens déjà beaucoup plus apaisé. Et là, dernièrement, j'ai fait une collab avec Peugeot. Donc pareil, une collab, tu vois, c'était un set de story, c'était 1 500 €. Ouais. Collab avec une marque de lunettes, pareil, en set de story, c'était 1 000 €. Je veux dire, maintenant, ça commence à redémarrer. J'ai signé un truc là qui va arriver dans quelques mois, pareil, une grosse collab d'un set de story pour 5 000 €. Je veux dire, c'est des trucs qui, enfin, déjà dans la gestion, moi, je préfère. Et puis oui, effectivement, en fait, quand t'es en exclusivité, le problème, c'est que tu donnes de l'argent aux gens, même si t'apportes rien, tu vois. Parce que, est-ce que toi, t'as été impacté justement par tout ce remue-ménage, Booba, les lois influenceurs, etc. Est-ce que t'as vu justement une baisse de rémunération, en tout cas de collaboration avec toutes ces histoires-là? Est-ce que ça t'a impacté? Pas directement, je t'avoue, parce que, encore une fois, moi, si tu regardes un peu, enfin, quand tu regardes mes réseaux et que si tu vois un peu le contenu que je fais et tous les événements dans lesquels je suis à Paris, honnêtement, je me considère pas comme un influenceur de télé, tu vois. Il y a beaucoup de marques qui travaillent avec moi, qui travaillent pas avec d'autres influenceurs de télé. Quand je dis influenceur, ça peut être créateur de contenu aussi. Ils peuvent avoir aussi baissé, c'est ça que je veux dire en termes de collab aussi. Je trouve que les marques maintenant font un peu plus attention quand elles confient un budget à quelqu'un. Oui, il y a une baisse, mais pas significative en tout cas en termes de rentrée d'argent pour moi sur mes réseaux personnels.
Je le vois par contre via mon agence que effectivement il y a les campagnes, c'est plus dur, les marques sont plus dures à négocier, que les marques font beaucoup plus d'événements non paid, donc pour attirer des influenceurs et des créateurs de contenu. Donc oui, il y a un impact. Après c'est pareil, moi tu sais ces histoires de Booba, pour moi il a attaqué un système d'influenceurs de télé qui ont arnaqué quand même pas mal de gens. Et en soi, c'est louable. Après, on discute de la manière ou pas. Ça, c'est pas mon problème. Mais je me suis pas senti moi attaqué à ce moment-là, tu vois. Donc, je pense que les marques aussi, elles savent faire le distinguo entre les créateurs, enfin les influenceurs de télé, et ceux qui en ont fait, mais qui font de la vraie création de contenu. Moi, je considère faire de la vraie création de contenu, tu vois, de la création de contenu engagé, cool, enfin sur plein de sujets différents, et j'ai l'impression en tout cas de pas être dans le même sac que ces personnes-là, donc sans vouloir juger ce qu'ils font. Bien sûr. Mais oui, il y a eu un impact, mais en vrai pour moi je l'ai pas senti significatif. Et donc là, on va dire, ça tourne à peu près à combien maintenant que tu es indépendant seul en termes de, une fourchette? Bah là, j'ai rompu il y a 2 semaines, et je te dis, en 2 semaines, on a signé, j'ai signé à peu près entre 7 et 8 000 euros, tu vois. Ouais, ok. Donc tu vois, c'est un truc. C'est des grosses collabs, ouais. Ouais. Et en tout cas, c'est des collabs qui. Et ça, c'est sous le nom Edit, c'est ça, du coup? Non. Tu passes par toi-même. Non, en fait, si tu veux, moi, je fais la distinction entre mes réseaux sociaux à moi, donc mon compte, et ce qu'on fait pour les marques. C'est-à-dire que moi, mon agence fait des choses pour des marques, et moi, sur mes réseaux sociaux, je m'en occupe tout seul et je mets ça sur mon compte auto-entrepreneurial. Tu vois. Donc voilà, c'est 2 structures totalement différentes, et ça me va très bien. Comme ça, je fais vraiment tu vois, j'arrive à faire la part des choses. Et quand je me présente en tant que créateur à une marque, c'est en tant que moi, tu vois. Et quand je vais voir des marques ou je démarche des marques pour pouvoir leur faire des campagnes, leur monter des campagnes. Donc c'est des campagnes de A à Z, c'est-à-dire qu'on choisit pas juste un influenceur pour dire ouais tu vas faire une collab là-dessus. C'est qu'on a une vraie réflexion stratégique, on a une vraie recommandation stratégique à mettre en place, tu vois, pour ces différentes marques. Donc c'est vraiment totalement décorrélé pour moi. Et du coup, est-ce que tu peux me donner un peu des noms justement d'influenceurs qui ont rejoint ton agence? Alors nous, on n'a pas de créateurs en exclu chez nous. Nous, si tu veux, on monte des campagnes un peu ad hoc imaginons, là, j'ai demain une marque de basket qui vient me voir et qui me dit on a un tel problème de communication, qu'est-ce qu'on peut faire? Et moi, je crée une campagne où je choisis les influenceurs aussi qui sont indiqués, tu vois, pour travailler avec. Mais on n'a personne en exclu, nous. Nous, on ne fait que des campagnes, tu vois. On n'est pas une agence de talent, en fait. On est une agence d'influence, si tu veux, de communication d'influence. Et est-ce que justement tu as d'autres personnes, quel est le type, on va dire, d'influenceurs avec qui, même s'ils sont pas en exclusivité, avec qui tu travailles quand même? Ça dépend. Par exemple, là, j'avais fait une campagne pour le premier courtier en assurance vie d'Europe. Et tu vois, on avait choisi des influenceurs hyper spécifiques qui étaient sur un créneau de communication, marketing, éducation, des mecs qui font, tu vois, qui font du contenu vraiment spécifique. Quand on a fait la collab pour la marque de lunettes, là, on était sur des influenceurs un peu plus lifestyle, tu vois. Ça peut aller de... Bon, il y a quasiment personne qui a fait de la télé qui vient dedans, qui vient dans nos campagnes, mais c'est hyper. Imaginons demain, je fais un truc pour des chaussures de foot, et ben je vais prendre des créateurs de contenu qui vont être spécialisés dans le football, tu vois. Genre ça va être vraiment. Mais on va jamais signer personne en exclu parce que je pars du principe que quand tu signes quelqu'un en exclu, faut avoir du boulot à lui donner tous les mois, tu vois. Et ce milieu est tellement volatile que c'est compliqué de donner du boulot à une seule personne sur une création de contenu en particulier. Il y a une vraie différence entre agence de talent et agence d'influence. Ouais. En juillet 2022, Le Parisien avait évoqué le fait que tu songeais à te présenter aux législatives. As-tu toujours envie de te lancer dans la politique? C'est marrant parce que, en fait, quand il y a eu les élections, moi, je soutenais Christiane Taubira parce que je trouvais ça cool qu'une femme noire, tu vois, se présente. Et puis, je l'ai toujours trouvée très humaniste, très ouverte sur le monde qui l'entoure. Et je trouve que le monde politique manque beaucoup de gens vrais, tu vois. Alors, j'ai l'impression que c'est aussi un monde un peu pervers, un peu comme la télé, qui te fait devenir, tu sais, qui te fait remonter peut-être les instincts les plus négatifs que tu peux avoir en toi. Je sais pas si j'aurais les compétences pour entrer en politique, mais en tout cas, c'est un sujet qui est intéressant parce que j'aimerais bien faire plus, tu vois, pour des causes que je défends au quotidien. Mais je me demande, est-ce que c'est vraiment dans le milieu de la politique que tu peux faire avancer les choses? Ou est-ce que quand t'es dans le milieu de la politique, c'est pas quand même un truc un petit peu cool, où juste tu prends tes 8 000 euros ou tes 4 000 euros et tes trajets gratuits et toutes tes notes de frais que tu fais rembourser aux frais de la princesse, et que finalement, t'es assez content et tu fais pas de vagues parce que t'as envie de garder ton statut, tu vois.
Donc j'ai beaucoup de mal avec la politique en France, en tout cas avec les politiciens, parce que j'ai l'impression que c'est devenu un petit peu ouais, c'est un peu le Muppet Show, tu vois, c'est un peu des guignols. Donc il y en a quelques-uns qui restent intéressants, mais je sais pas si j'ai envie de rentrer là-dedans parce que c'est un monde de requins et je t'avoue que moi en ce moment le plus important pour moi c'est le cinéma. Donc je peux pas forcément allier les deux pour le moment. Parce que toi, est-ce que tu as confiance en l'avenir par rapport aux politiques, par rapport à l'évolution dans le monde, etc. Ou est-ce que tu es plutôt en mode déprime? Non, je déprime pas parce qu'en fait, je trouve que c'est j'ai pas confiance dans les politiques, peu importe le pays, peu importe le bord, peu importe alors encore moins dans les politiques d'extrême. Genre ça pour le coup, c'est vraiment no way. Non, je pense que ce monde commence à partir totalement en vrille, que les gens se ferment, que ce soit les politiciens ou même t'as l'impression que tout est devenu hyper clivant, c'est-à-dire que maintenant t'as plus de personnes qui sont dans la mesure, tu vois, il y a plus de personnes, c'est soit on est pour quelque chose, soit on est contre, et tu peux pas être au milieu, tu peux pas avoir, tu vois, des raisons d'être pour et des raisons d'être contre. Et quand je vois tu regardes rien qu'en Europe, toutes les montées des extrêmes dans plusieurs pays, moi je me rappelle, j'étais allé en Hongrie il y a des années, c'était encore un gouvernement tu vois, assez classique, tu vois, et c'est devenu un extrême. En Italie, ce sont des extrêmes. Tu regardes en France, le FN, genre ils ont la parole dans tous les médias, mais des médias qui sont détenus aussi par des gros groupes, des gros industriels, et en fait, j'ai l'impression que tout est contrôlé maintenant. Donc non, j'ai pas confiance en la politique, comme j'ai pas confiance en l'être humain, comme j'ai pas confiance sur le fait qu'on puisse sauver cette planète. Je pense que les intérêts financiers dans le monde prennent beaucoup plus de place, beaucoup trop de place par rapport aux autres intérêts, les intérêts humains, les intérêts environnementaux, les intérêts sociétaux. Quand tu vois que un Gabriel Attal ose encore aller parler dans les médias, de dire que en fait, on va encore réduire ce qu'on peut donner. Enfin, on va encore prendre aux plus pauvres de l'argent, alors que t'as 150 millions ou milliards, je sais même plus, des milliards plutôt, d'évasion fiscale pour les groupes les plus riches. Tu te dis bon, il y a quand même 2 poids 2 mesures, tu vois. Donc non, j'ai pas confiance parce que je pense que les politiciens sont des gens un peu pourris à la moelle, tu vois. Et je pense que ça te change. D'ailleurs, parce qu'on se connaît, tu m'avais déjà raconté ça, que tu ne voulais même pas, toi, avoir d'enfants. Parce que tu n'avais pas confiance en l'avenir. Et tu avais, en tout cas, des doutes, on va dire, plutôt. Non, je veux pas d'enfants. Alors, je veux pas d'enfants, j'aimerais avoir, comme tout le monde, je pense que j'aimerais avoir un fils, une fille, mais je trouve qu'il y a peut-être un côté un petit peu égoïste. Tu vois, quand tu veux faire un enfant, généralement, alors je juge pas les gens qui le font, chacun fait ce qu'il veut, mais quand tu fais un enfant, t'as envie qu'il te ressemble, t'as envie ah tiens, il a tes yeux, machin, et t'as envie de l'élever à ta manière, tu vois. Et je trouve que c'est en fait, on a juste envie de perpétuer qui on est. Et si tu prends un peu de recul par rapport à la situation, je préférais limite adopter un enfant qui est déjà sur cette terre, qui a rien demandé à personne et qui vit peut-être dans un foyer ou qui a peut-être juste pas été heureux tout au long de sa vie, parce que je trouverais ça plus logique en fait de prendre quelqu'un qui est déjà ici et qui a pas eu d'amour, tu vois. Donc mais non, je pense que cette planète, de toute façon, faire un enfant maintenant dans l'état actuel des choses, quand tu vois que on a exterminé 95% des espèces animales, quand tu vois que la planète se réchauffe, quand tu vois qu'il y a de plus en plus de catastrophes naturelles, de plus en plus de pandémies, de plus en plus de guerres, je vois pas l'intérêt. Pour moi, l'être humain, en fait, on parle, tu vois, de fin de l'ère, fin de la race humaine, fin de l'humanité, par tout ce qui se passe. Mais on l'a cherché, en fait. Pour moi, on est les rats sur cette planète. On est des nuisibles, tu vois. Et en fait, la planète, elle ira très bien après nous. Donc, j'attends juste qu'elle nous mette un bon gros truc dans la tronche, qu'on se part tous et qu'après, elle se terraforme et que justement, elle redémarre un cycle. Mais pour moi, on est juste le problème, on est juste des poux sur la tête de notre mère. On détruit notre mère nourricière, moi, je comprends pas, tu vois. Il y a un truc qui est logique, moi, là-dedans. Donc bon. Et pour terminer, est-ce que tu peux nous parler justement peut-être de tes projets en tant qu'acteur, film, etc. Là, pour le coup, effectivement, j'opère un virage total dans ma carrière. J'ai un agent de cinéma qui m'accompagne depuis quelques mois maintenant. Il y a des très beaux projets qui arrivent, notamment, je vais pas trop en dire parce que sinon ça va me porter l'œil, mais notamment, oui, des projets de films, donc dans lesquels c'est pas simplement un petit rôle comme ça, mais c'est des rôles un peu plus importants. En ce moment, je fais beaucoup de figures, tu vois, parce que c'est aussi un moyen de te confronter à ce monde-là et d'apprendre un peu comment se passe un tournage, qui est totalement différent d'un tournage de télé, évidemment. Et là, l'objectif pour moi, c'est effectivement de, cette année, tourner et dans un film et dans une série. C'est-à-dire que, pas forcément de le tourner, mais en tout cas d'avoir signé pour un film et pour une série, parce que je pense que je suis fait pour ça. Je pense que j'ai de quoi faire mon trou là-dedans. Et que pour l'instant, les planètes s'alignent pour moi, donc c'est trop cool. Oui, parce que sur Instagram, on avait vu un moment où tu as montré une scène de toi grimé où tu étais un peu
voilà, vêtu comme un froid, etc. Ouais. Quoi. Bah, ça c'était un short film pour le Nikon Short Film Festival, donc autour du thème du feu, et effectivement j'ai incarné un vagabond qui parlait de fin du monde. Mais bon, après ça c'est des petits projets qu'on a à côté. Moi je suis en train d'écrire une mini-série aussi justement sur des sujets qui me touchent. Et à côté de ça, ouais, je passe pas mal de casting. J'ai passé un casting pas plus tard qu'il y a 10 jours. Ça, ce qui s'est très bien passé pour un second rôle dans un long métrage qui devrait être tourné bientôt. Donc non, ça commence à prendre. Je commence à me faire du réseau là-dedans, et je traîne dans les endroits pour rencontrer des gens aussi dans ce milieu-là. Et je sais que j'ai confiance en moi, en mes capacités, et dans les gens qui m'entourent, tu vois, pour réussir. Et je suis convaincu que je vais y arriver. Alors après, jusqu'à quel niveau dans ce milieu-là, mais je sais que je vais y arriver parce que je crois en l'univers, et l'univers m'a mis des trucs sur la route qui font que je suis en train de saisir les opportunités, et que même si pour l'instant on n'est qu'à poser les premières briques, à un moment la maison va vraiment prendre forme, et je sais que je serai au ciné, ça j'en suis convaincu, ou sur Netflix, ou sur Paramount, ou sur tous même d'ailleurs, mais ça va arriver, c'est sûr. Ok, super. Merci en tout cas, merci à toi, ça fait plaisir. Merci à vous d'avoir regardé l'émission Clash ou Splash. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et également à liker. Ciao. Alors regarde. Je t'en prie, avec plaisir. Bon, vas-y.